Des nazis, encore et toujours des nazis. Voilà, partout sur Terre. Ils fleurissent comme des champignons. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que toutes les semaines, on parle d'un nouveau pays qui a sombré dans la vague brune, qui est parti vers toutes les différentes formes de fascisme. C'est une espèce de grosse dinguerie dans laquelle tu te retrouves avec d'un côté des libertariens, de l'autre côté des gens hyper autoritaires, royalistes, des dictateurs. Enfin, on est vraiment dans cette espèce de période de l'histoire absolument dingue. Donc on va reparler un petit peu de tout ça. Et pour contextualiser, on va regarder un petit peu les dessous des cartes, qui va nous rappeler un petit peu de trois petites datas par rapport à ça. Et ensuite, on va se lire quelques articles, tout le monde. Allez! Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de Santiago, la capitale du Chili. Voici la place Italia, Chut! Pardon. où se sont rassemblés hier des Chiliens effarés par l'élection de cet homme, José Antonio Cast, Voilà, vous avez vu à quel point il est longiligne, ce pays. Oh là là, mais quelle longilignité, genre... Très très stylé. Hein. le nouveau président du Chili. Fils de nazi, il se réclame ouvertement de l'ancien dictateur Augusto Pinochet et il a fait des... Voilà, petite généalogie du coup du ref qui a été élu là-bas. C'est littéralement un enfant de nazi. Genre, c'est pas une exagération quelconque. Et il est inspiré de Pinochet, quoi. Enfin, genre, je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de dire à quel point Pinochet est red flag? migrants, la cause numéro 1 des problèmes du pays, promettant de les capturer et de les expulser, je Attends, cite, qui des parle? anciens dictateurs Augusto Pinochet. Et il a fait des migrants la cause numéro 1 des problèmes du pays, promettant de les capturer et de les Tiens, je me demande qui fait ça en France. expulser, je cite, avec ce qu'ils auront sur le dos. Cast est également contre l'avortement, même en cas de viol, et c'est un fervent défenseur du port d'armes. Il a battu Voilà, le mec, c'est juste Donald Trump. dans les urnes cette femme, Jeannette Jarrah, ministre du président sortant social-démocrate Gabriel Boric. Les thèmes qui ont mobilisé les électeurs ont été les suivants: l'insécurité et l'immigration. 340 000 personnes seraient en situation. Et c'est aussi pour ça, hein, moi, que je rappelle, c'est quoi ma take sur les prochaines grandes élections qu'on va avoir en France, c'est que bah c'est le nerf de la guerre, les gens, l'antiracisme. Parce que à gauche, si tu vas avoir un discours qui est pas le même que celui de la droite, et un discours qui est vraiment de gauche, tu peux pas parler d'immigration et de sécuritaire si t'as pas un angle antiraciste un peu solide. Hein. Parce que clairement, genre, si ta seule réponse aux angoisses sécuritaires de ta population, c'est d'augmenter le niveau d'armement de la police, tu es juste banalement de droite, hein, d'accord? Même si tu prétends l'inverse, non, tu es juste vraiment genre ce débile qui pense sincèrement que de mettre plus de violence va enlever de la violence. Enfin, c'est vraiment aussi con que ça. Et donc pour le coup, c'est le cas au Chili, mais c'est le cas dans tous les endroits où justement l'extrême droite a fini par passer au pouvoir. C'est ça le nerf de la guerre. C'est ça les angoisses identitaires du moment, et c'est sur ça qu'il faut que la gauche se positionne de façon solide. Et c'est pour ça que tous les gauchistes qui se désolidarisent par racisme ou par refus de l'antiracisme, plus précisément, donc par racisme, faut juste pas s'allier avec eux, quoi. C'est des gens qui vont nous poser des problèmes quand on aura besoin de parler de ces sujets-là. Situation irrégulière au Chili, dont beaucoup fuient le Voilà, genre par exemple le PS, EELV, qui pensent tous les deux, genre, qu'en se droitisant et en droitisant le discours sur l'immigration, ils vont réussir à gagner les élections. Non, hein, la copie l'original. Venezuela du dictateur Nicolas Maduro, le Chili dont on dit souvent qu'il est un pays de l'extrême par sa géographie et par son histoire politique, vous allez voir. Sortons nos cartes. Le Chili est une terre longiligne de 4300 km Elle a dit longiligne, je suis heureuse. de long, plus de 4 fois la Oui, il y a même une partie de LFI qui pourrait se retrouver à se faire taper sur les doigts par rapport à ce que je raconte, hein, bien sûr. France et de seulement 175 km de large, comme coincée entre l'océan Pacifique à l'ouest et la cordillère des Andes à l'est. Le Chili voisine avec l'Argentine de Javier Milei, lequel a fait part de son immense joie hier après l'écrasante victoire de son ami. D'ailleurs, en vrai, si on s'intéressait un petit peu à l'histoire coloniale de ces deux endroits, il y a plein de trucs hyper intéressants à redire. Parce qu'en soi, c'était deux colonies qui appartenaient au même empire, mais une qui était structurée de façon militaire et l'autre qui était purement commerciale. Et du coup, ils ont fini par se faire la guerre, littéralement. Genre, Mais aussi enfin, on va avec pas revenir en profondeur sur ça aujourd'hui, mais c'est une histoire intéressante. le Pérou et la Bolivie. Peu optique comme bulle de deux pays, ça dépend ce que tu cherches à maximiser en vrai. Si tu veux faire un glass cannon spécialisé marin, c'est un très bon build. À l'extrême sud du Chili, voici la Patagonie, continuellement battue par les pluies et les vents, un paysage immense et glacé qui se termine par le redoutable Cap Horn.
Le Chili se situe également sur la ceinture de feu du Pacifique, une chaîne de plus de 2000 volcans, avec l'une des Le nom est trop stylé, hein, au passage. Ceinture de feu, c'est trop classe. activités sismiques les plus fortes au monde. Beaucoup de réfugiés nazis en Amérique du Sud, particulièrement en Argentine. Oui, oui, tout à fait. En Argentine et dans les institutions du gouvernement allemand, français et américain. En 1970, Des gros refuges à nazis, ça, typiquement. le Chili est le premier pays sud-américain à élire, lors d'élections libres, un président entendant mener Ça, son pays. on fait genre, oh là là, regardez les nazis qu'on fuit en Argentine. Il y en a plein qui ont juste fui à des postes de direction. Hein. Genre, oh là là, il s'est enfui à la tête des écoles de management. Vers le socialisme, Salvador Allende. Il lance des réformes sociales et procède à des nationalisations, dont la plus emblématique est celle du cuivre, l'une des principales ressources du pays. Mais le 11 septembre 1973, c'est le coup d'État du général Pinochet, soutenu par les États-Unis. Tiens, tiens, tiens. 17 années de dictature commencent. Environ 10 000 personnes sont arrêtées, torturées et pour certaines assassinées. Le Parlement est dissous. Beaucoup aux US aussi. Ah bah oui, comment est-ce qu'ils ont construit les fusées de la NASA, vous croyez? C'était qui les spécialistes en missiles sol-air à cette époque-là dans le monde? Les gens qui ont inventé les missiles V1 et V2, à votre avis, ils étaient de quelle nationalité? Les partis politiques et syndicats sont interdits. Dans le même temps, le régime Pinochet met en place des réformes économiques sans précédent en faisant appel aux Chicago Boys, des disciples de l'économiste américain ultralibéral Milton Friedman. 1990, fin de la dictature, le Chili redevient une démocratie. Enfin, précisons que le Chili est historiquement l'un des principaux alliés des États-Unis dans la région. Marco Rubio, le chef de la diplomatie états-unienne, a d'ailleurs salué la victoire de Cast hier en déclarant « Nous avons des priorités communes ». Et tout ça, c'est des, comment dire, c'est des choses qui résultent directement de la guerre froide, hein, concrètement, tous ces trucs-là. Genre, si vous vous intéressez à l'histoire de l'indépendance et de la libération des pays en Amérique du Sud, vous allez voir qu'il y avait plein de trucs qui se passaient qui étaient hyper basés. Et c'est vraiment les États-Unis qui sont venus faire de l'ingérence pour mettre en place des dictateurs de partout parce que c'était plus dans leurs intérêts. Et aujourd'hui que eux-mêmes ils sont dirigés par un genre de dictateur à moitié fou, bah forcément ça fonctionne très très bien. Hein. Notamment le renforcement de la sécurité publique, la fin de l'immigration illégale et la revitalisation de notre relation commerciale. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Ouais, c'était donc une présentation particulièrement riche en neutralité, je dirais, et en gens qui tentent d'avoir des informations ponctuelles, factuelles. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus du coup à des papiers qui en parlent. Je vous ai mis de côté 2 articles de l'Humanité et bon bah du coup désolé les gens, il y aura quasiment que ça aujourd'hui sur tous ces sujets-là parce que j'ai regardé ce qui s'était dit aussi un peu ailleurs et au final j'ai rien trouvé d'aussi juste que du coup ce qu'on va lire aujourd'hui. Même si bon il y a d'autres sources qui auraient pu être intéressantes, hein, bien sûr dans les journaux un peu plus indépendants et tout. Enfin pas plus indépendants, les masses indépendants. Bah c'est bon, c'est pas tranquille. Bref. Une fois encore, le Chili avait rendez-vous avec son histoire. Mais ce scrutin, qui aurait pu ouvrir un chemin d'espérance, risque de rester comme le moment où la mémoire collective a vacillé. Les Chiliens ont majoritairement voté pour un programme centré sur la sécurité et le contrôle de l'immigration. Exprimant des inquiétudes bien réelles face à la violence, à la précarité et aux mutations sociales rapides. Pourtant, ce vote dit aussi ce qu'il tait. Les conséquences non dites de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, le non-respect des droits humains, l'atomisation de l'État, l'affaiblissement des solidarités publiques et la réduction de la démocratie à un simple ordre sécuritaire. Le spectre de Pinochet plane à nouveau, non pas sous la forme d'un uniforme, mais dans l'esprit de politique qui sacrifie l'État au dogme du marché. Ce qui d'ailleurs est littéralement de la pensée nazie aussi, hein, ça pour le coup. Genre les premiers libertariens bizarres, c'était quand même eux. Hein. Enfin, c'est pas le premier, mais t'as capté. Car derrière la promesse d'ordre se dessine un projet plus profond. Substituer le projet d'État social à un État minimal, répressif pour les plus vulnérables et permissif pour les puissants. C'est donc basiquement un projet néolibéral en plus vénère et en plus autoritaire. Une ombre internationale en Amérique latine. Cette ombre n'est pas seulement chilienne, elle est aussi internationale. L'histoire du Chili, comme celle de l'Amérique latine, ne peut être lue sans rappeler le rôle central des États-Unis, dont l'interventionnisme a durablement façonné les trajectoires politiques du continent. Du renversement d'Allende en 1973 au soutien explicite ou tacite aux dictatures militaires, Washington a longtemps imposé sa vision d'un ordre économique et géopolitique fondé sur la discipline du marché
et la répression des alternatives progressistes. C'est avant tout l'anticommunisme qui permet de faire aussi ce genre de choses et d'idéologiquement lier tous les différents autoritarismes de droite. Aujourd'hui, cette logique revient avec une vigueur renouvelée. Le retour de Donald Trump sur la scène politique états-unienne s'accompagne d'un interventionnisme décomplexé, assumant à nouveau l'Amérique latine comme une zone d'influence stratégique. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce que fait aujourd'hui les États-Unis avec le Salvador, qui leur servent basiquement de pays-prison dans lequel créer des camps de concentration. Soutien idéologique aux droites radicales, pression diplomatique et économique, alignement sur les intérêts des multinationales, les États-Unis ne sont plus seulement un acteur extérieur, mais un catalyseur actif des recompositions réactionnaires en cours. Il faut savoir que évidemment, ils tentent de faire exactement la même chose en France en essayant de back-up le plus possible le Rassemblement national. Et ça se voit également aussi le concours des différentes multinationales dans ce jeu sinistre avec notamment des gens comme Bolloré par exemple, où vous voyez bien que la plupart des grands industriels de France collaborent sans aucun problème avec cette internationale fasciste pour le coup. José Antonio Cast annonce déjà une thérapie de choc économique dès son arrivée au pouvoir. Derrière cette formule faussement médicale, pareil, très nazi de faire des comparatifs biologiques et médicaux au passage, mais bon, c'est un fils de nazi, comment lui en vouloir, se dessine un projet idéologique parfaitement connu, la résurrection des dogmes néolibéraux. Et d'ailleurs, quand vous pensez que c'est au hasard que je dis des trucs biologisants, c'est littéralement comme ça que les nazis percevaient le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient une vision du chose, comme quoi, genre, non pas l'État, mais la nation, parce que pour eux, c'est pas pareil. La nation allemande est perçue comme un corps biologique qui ne fonctionne sainement que lorsqu'il ne possède que des cellules qui sont saines et fonctionnelles, et donc qui doit se débarrasser à la fois des agents extérieurs qui viennent menacer l'équilibre biologique de cet être vivant, et des cellules dysfonctionnelles, cancérigènes, que sont les déviants de l'intérieur, comme les communistes ou les homosexuels, par exemple. C'est vraiment une vision... c'est aussi pour ça que l'écofascisme a beaucoup de liens avec toute cette pensée autour du territoire, de l'environnement, qui est très, très importante encore aujourd'hui dans l'extrême droite. Et je dis beaucoup nazi, mais il faut comprendre que c'est vraiment, vraiment, pour le coup, des gens qui ont théorisé énormément de choses qui sont aujourd'hui très, très, très importantes à droite et à l'extrême droite. La notion de leadership, par exemple, et de flexibilité du marché de l'emploi, c'est vraiment des termes qui ont été imposés, inventés, théorisés par l'Allemagne nazie, pour le coup. C'est hyper important de comprendre à quel point ça a infusé aujourd'hui dans les entreprises, dans les multinationales, dans la façon dont on gère notre État, dans des institutions comme l'Union européenne. C'est super important pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on est aussi vulnérable à la fascisation rampante, et pourquoi est-ce que nos institutions, finalement, semblent presque déjà adaptées à ce qui pourrait advenir. Privatisation, privatisation, je sais plus comment on dit en allemand, mais concrètement, c'est aussi pareil. Genre, la privatisation, typiquement, le premier pays à avoir privatisé de façon massive, de façon significative en Europe, c'est l'Allemagne nazie. Genre vraiment, enfin, ça faisait vraiment partie de leur façon de gouverner et de diriger. Et quand tu repenses à ça, et que tu remets en parallèle Macron qui t'explique que Pétain était un grand soldat, tu peux vraiment commencer à avoir de sérieux doutes aussi sur notre propre vision de la politique. Oui, encore. Désolé, mais vraiment, c'est vraiment des choses qui sont importantes à comprendre. La vision, comme quoi, en fait, qui est une vision qui, en fait, à la base, ça se veut anti-bureaucratique, qui parle du coup du leadership, qui dit qu'il faut arrêter d'avoir des managers et qu'il faut avoir des leaders, qu'il faut arrêter d'avoir des employés qui sont exploités, mais qu'il faut avoir des employés qui sont heureux d'aller au travail, des employés qui sont responsables d'obéir. C'est vraiment, pour le coup, de la pensée managériale qui a infusé depuis l'Allemagne nazie, et y compris dans la façon... Genre, Adolf Hitler, il n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État, ou il n'est pas arrivé au pouvoir en prenant de force grâce à l'armée. Il avait le backup de tous les grands industriels de son pays, et c'est le centre qui lui a donné le pouvoir. Enfin bref. Vraiment, allez regarder, si vous avez la flemme de le lire, allez regarder ce qui se fait en termes de résumé autour du travail de Johan Chapoutot. Pour le coup, c'est vraiment de là que je tiens toutes mes datas. Et ça sera une vidéo YouTube qui sortira un jour sur ma chaîne. Promis, dès que le média sera lancé, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille.
Enfin, j'ai déjà commencé à écrire la vidéo et tout. Je vais vraiment partir du burn-out et expliquer pourquoi est-ce que concrètement c'est lié au nazisme. Vous allez voir, ça va être super. On va parler à la fois de santé mentale, de trucs économiques, de nazis. Enfin, ça va être vraiment tous les thèmes de la chaîne mélangés, genre. Pardon, je me remets à lire l'article. Privatisation, démantèlement de l'action publique, dérégulation du travail, normes taillées sur mesure pour les élites économiques, autant de recettes éculées qui ont, par le passé, creusé les fractures sociales et installé durablement l'injustice. L'extrême droite ne se contente pas de promettre la sécurité. Elle fragmente l'État, délègue ses fonctions au marché et transforme les citoyens en individus isolés, sommés de protéger seuls dans une société désolidarisée. Un discours littéralement de prédation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours qui t'explique que concrètement, il faut que les agents soient libres de pouvoir s'entretuer correctement pour que une certaine forme de sélection, pour pas dire de sélection naturelle, fasse émerger donc les corps, les personnalités les plus solides et les plus dominantes pour qu'elles puissent donc prendre leur juste place au sein de cet équilibre naturel. C'est du darwinisme social. Dans l'un des pays les plus inégalitaires de la région, ce programme ne relève ni du hasard ni d'une simple préférence politique. Il constitue une rupture frontale avec les aspirations populaires à la dignité et à la justice sociale, celles-là même qui ont embrasé les rues en octobre 2010. L'inégalité n'est pas un slogan, elle est une structure. Au Chili, l'inégalité n'est pas une abstraction. En France non plus, au passage, Luma. Elle s'inscrit dans les corps, pareil en France, dans les territoires, toujours pareil en France, dans les destins, toujours pareil en France, désolé, mais genre, si... Les chiffres parlent avec une brutalité implacable selon les estimations de la CEPAL. 1% de la population capte à lui seul près de 26,5% des revenus, tandis que la moitié la plus pauvre n'en perçoit que 2,1%. Wouah! L'écart de fils de... Pardon. Cette concentration extrême de la richesse révèle une fracture sociale profonde, bien au-delà des alternances électorales. Cette réalité s'inscrit dans un tableau régional tout aussi préoccupant. En Amérique latine, malgré une baisse récente de la pauvreté, l'inégalité demeure obstinément enracinée. Les 10% les plus riches accaparent plus de 34% des revenus, quand les 10% les plus pauvres doivent se contenter de 1,7%. Un tel écart mine la cohésion sociale, nourrit les peurs et ouvre un boulevard aux discours autoritaires qui promettent l'ordre sans jamais s'attaquer aux causes structurelles et au désordre. Ça, c'est un truc que moi je dis tout le temps, Pour le coup, si vous cherchez vraiment à ce que les gens soient très en colère les uns contre les autres, mettez en place des hiérarchies arbitraires et complètement débiles entre les êtres humains et vous allez voir qu'ils finissent par se détester et vouloir plus ou moins se terminer les uns les autres, quoi. Genre... 3000 fois plus ou 300... Attends, là j'ai la flemme de faire le calcul, mais concrètement, oui, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. C'est beaucoup plus que ce qu'on a en France, En l'occurrence, même si nous, on a quand même un pays très inégalitaire, Et alors voilà, ça c'est aussi pour ça que je vous ai sélectionné ce chapitre-là, parce que moi ça m'intéresse, parce que on a l'impression, à force de regarder tous les pays qui virent côté brun de la force, pour pas dire le côté obscur, on se pose la question du coup de est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que en fait, voilà, c'est la marche de l'histoire qui est en cours, et aujourd'hui l'esprit du temps est au fascisme, donc c'est genre voilà, c'est une fin inéluctable, et nous n'avons plus qu'à baisser les bras et nous préparer à rentrer en résistance. Ou est-ce que en fait concrètement il y a des choses qu'on pourrait faire par rapport à ça? Je vais voir ce que l'humain en dit, je vais voir ce que moi j'ai à rajouter. La poussée de l'extrême droite n'a rien d'inéluctable. La montée des droites extrêmes au Chili, comme ailleurs sur le continent, n'est ni naturelle ni fatale. Elle prospère sur les ruines laissées par les forces progressistes, parfois incapables de répondre concrètement aux attentes populaires. Mais aussi sur des stratégies de peur qui instrumentalisent l'insécurité et la question migratoire. En focalisant le débat sur des boucs émissaires, l'extrême droite détourne l'attention des véritables responsables des inégalités et des violences sociales. Alors, je capte ce qu'ils veulent dire, genre en mode oulala, ils créent des boucs émissaires, et c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Mais le fait est que les sujets sont imposés par les médias, les sujets sont imposés qu'on le veuille ou non, et c'est pas vraiment nous qui décidons sur quoi la campagne va porter, quoi, concrètement. Donc, pour le coup, il faut qu'on soit capable de répondre également sur les questions de sécurité et les questions migratoires, mais on ne peut pas répondre avec les mêmes armes que la droite, c'est ce que je vous répète à longueur de journée, il faut qu'on soit solide sur l'antiracisme. Il faut qu'on soit capable d'expliquer qu'aujourd'hui, en France, si on cherche à minimiser la criminalité des migrants, il n'y a qu'une seule solution qui n'a jamais fait ses preuves dans l'histoire, c'est la régularisation en masse
c'est la régularisation en masse des sans-papiers qui leur permet d'avoir accès au travail et qui les sort de la criminalité. C'est con comme la pluie. Et personne n'est capable de raconter ça à la télévision, et je me demande encore pourquoi. L'histoire récente du Brésil le montre pourtant. Après Bolsonaro, un sursaut démocratique est possible lorsque les forces sociales et politiques se rassemblent, reconstruisent et proposent des alternatives crédibles malgré les pressions internationales. Une stratégie progressiste digne de ce nom ne peut se réduire à une posture défensive. C'est ce que je vous disais, régularisation en masse. Elle doit porter un horizon, formuler des politiques publiques audacieuses et lisibles, articuler justice sociale, sécurité humaine, démocratie et transition écologique. Car encore une fois, la criminalité, la délinquance et tout ce que vous voulez est aussi le produit d'un contexte social et le produit notamment d'inégalités qui sont produits par un système capitaliste violent. Car il n'y a pas de sécurité durable sans État fort, sans services publics, sans réduction des inégalités. Ça, on pourrait en reparler. Dans la théorie strictement marxiste, à proprement parler, en fait, on peut avoir une sécurité machin, sans avoir un État, parce qu'on cherche à abolir l'État. Mais bon, je vois ce qu'ils veulent dire, hein, très clairement. Pour le coup, quand ils parlent d'État fort, ils parlent pas d'un État fort, genre dans la répression. Hein. Ils parlent d'un État fort sur la redistribution. Refaire région et refaire société. La CEPAL souligne l'urgence d'une coopération régionale renforcée face aux défis globaux. Emploi, protection sociale, éducation, transition écologique, les États isolés se heurtent à leurs propres limites, surtout lorsqu'ils sont soumis à des pressions géopolitiques constantes. Une intégration latino-américaine fondée sur la solidarité et non sur la concurrence peut réduire les vulnérabilités structurelles et consolider les démocraties du continent. Pour pas dire il nous faudrait un nouveau Bolivar, mais bref. L'axe Brésil-Mexique peut être porteur dans les années qui viennent en affirmant une voie autonome face aux grandes puissances. Nous sommes face à un choix décisif. Laisser une minorité de privilégiés appuyés par des intérêts transnationaux, confisquer l'avenir du Chili et de toute une région pour renouer avec un projet collectif fondé sur l'État protecteur, la justice sociale et climatique et la souveraineté populaire. L'Amérique latine ne peut se permettre l'amnésie. Son histoire est faite de luttes, de résistance et de conquêtes sociales, souvent arrachées contre des dictatures soutenues de l'extérieur. Les femmes, les peuples autochtones, les mouvements sociaux, les classes populaires portent une autre manière d'habiter le monde, fondée sur la dignité, la communauté et le respect de la nature. Cet héritage n'appartient pas au passé, il est une boussole pour l'avenir. Société latino-américaine, au Chili comme ailleurs, souvenez-vous de votre histoire. Parlez-vous, parlez-nous, organisez-vous, organisons-nous et prenons ensemble le chemin d'un avenir juste. Voilà, très bien dit. Et évidemment, aucun d'entre eux risque de m'entendre aujourd'hui, mais force à tous les camarades chiliens qui se retrouvent aujourd'hui donc à devoir passer littéralement en résistance face à des nazis. Parce que c'est ça, hein. Enfin, genre, si on dit les termes, c'est concrètement ça qui est en train de se passer. Donc, énorme force à tous les camarades qui vont chercher à créer l'alternative sur place. Évidemment, c'est pas à nous d'aller leur dire quoi faire. Hein. Enfin, c'est avant tout, on défend l'autodétermination, etc. Et tout. Donc avant tout, force à eux, soutenons-les, retenons les leçons de ce qui sont en train de leur arriver pour notre propre situation, parce que c'est vraiment tout ce qu'on peut faire, et soutenons-les autant que possible. Partageons des méthodes d'organisation de partout dans le monde. Je sais que par exemple, il y a déjà eu des délégations zapatistes, donc qui viennent du Mexique et des résistances au Mexique qui sont passées par l'Amérique latine, qui sont passées aussi par la France, qui sont passées par plein d'endroits. C'est typiquement le genre d'initiative qu'il faut qu'on arrive à démultiplier. Et je suis très sincère quand je dis ça. Il faut sincèrement qu'on renoue avec un internationalisme de gauche qui n'ait pas peur de la question de la nation, qui n'ait pas peur de la question de l'identité, je sais pas quoi. Il faut qu'on soit solide et cohérent dans notre internationalisme. Il faut pas qu'on soit des pipous bizarres. Non, 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 non. Il faut vraiment qu'on soit solide sur ce sujet-là. Et ça passe par comprendre la pensée décoloniale, comprendre la pensée antiraciste, parce qu'aujourd'hui, dans un monde post-colonial, néocolonial, néolibéral, patriarcal, on n'a pas le choix, en fait. Hein, d'accord? C'est la seule théorie qui arrive à comprendre ces choses-là. Avec, évidemment, la lecture marxiste qu'on peut en avoir, qui est la mienne. Donc, j'ai un autre article qui parle sur les raisons plus en profondeur du coup de cette victoire. Je regarde vite fait si c'est intéressant de lire ça après ce qu'on vient de lire. Écoutez, on va lire ça parce que moi ça m'intéresse du coup de comprendre un petit peu d'un point de vue politique et stratégique comment est-ce qu'on aurait pu éviter, enfin comment est-ce qu'ils auraient pu éviter que l'extrême droite arrive dans leur pays.
concrètement. Les relents de l'histoire tournent parfois au remugle. Remugle, je connaissais pas ce mot. 52 ans après le coup d'état fasciste et la mort de Salvador Allende, pardon, 35 ans après la fin de la dictature militaire d'Augusto Pinochet, son héritier revendiqué, José Antonio Cast, accède à la fonction présidentielle. C'est ce qu'on vient de dire. Héritage de Pinochet. Si on s'était rencontrés, on aurait pris un petit thé à la moneda, confiait José Antonio Cast au quotidien La Tercera à propos de Pinochet. Le président élu a même assuré que, s'il était encore vivant, le dictateur aurait voté pour lui. C'est que son programme s'inscrit dans l'extrême droite, ligne du régime putschiste. L'ordre, l'ordre et encore l'ordre. Pour pas dire le travail et la famille, hein, et la patrie. Dominé outrageusement par l'immigration illégale et la sécurité, à la faveur d'un battage médiatique phénoménal, la campagne électorale a tracé un sillon au leader du parti républicain du Chili. Il a ainsi promis de déployer massivement la police et l'armée aux frontières, qu'il compte fermer, d'expulser près de 340 000 migrants jugés en situation irrégulière et de bâtir un mur de 5 mètres de haut sur les bons conseils de la Maison Blanche. Calqué sur un autre schéma infernal, celui-là promu par son ami Naïb Boukele au Salvador, l'ultra-conservateur compte créer de multiples prisons pour lutter prétendument contre la criminalité, pour ne pas dire des camps où on pourrait concentrer la population. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Côté économique, il reprend à son compte la rhétorique de la tronçonneuse de son autre ami d'extrême droite, l'Argentin Javier Milei, taillé dans les dépenses publiques à hauteur de 6 milliards de dollars, en ciblant notamment les fonctionnaires. Ferme, sauf les policiers et l'armée. Eux, ça va. C'est les autres fonctionnaires qui les dérangent. Ferme opposition à l'avortement, même en cas de viol, à la pilule contraceptive, au mariage des couples de même, ou encore à l'idéologie de genre. Voilà, donc c'est quelqu'un pour qui la famille c'est important, d'accord? La famille nucléaire, patriarcale, et tout ce qui sort de ce moule doit disparaître. Il faut soigner les cellules malades du corps qu'est le Chili. À la différence de ses précédentes candidatures, le fervent catholique et père de 9 enfants a cette fois-ci mis en sourdine sa vision rance de la société dans l'espoir de rallier à lui le vote des jeunes et des femmes. Et pour tous les petits malins qui me disent « Ah mais attendez, il est catholique alors que les nazis c'était des genres de païens bizarres, pourquoi est-ce que tu parles de nazis alors que c'est un catholique ?» L'identitaire. Le point commun c'est la dimension identitaire. Hein. La droite avance en s'appuyant sur les élites économiques. Le pari de gouverner par la haine d'une main de fer semble réussi. Un comble pour celui qui prétend défendre le camp du progrès. Hein. D'autant qu'il va disposer pour ce faire d'une majorité à la chambre basse, si on additionne l'ensemble de l'aile droite, tout comme au Sénat. Donc le mec a les pleins pouvoirs. Certes, Janet Jara n'a pas démérité et a même réussi à augmenter son score entre les deux tours. Mais la candidate issue du Parti communiste, désignée lors d'une primaire populaire et représentant une coalition rassemblant toute la gauche et même un peu au-delà avec des chrétiens démocrates, est battue de près de 20 points. Quoi? Vous voulez dire que l'union marche pas? Non, bizarre. Cette défaite intervient après 4 années de mandat de Gabriel Boric, élu en 2021 face à José Antonio Cast. Ah, qui était donc gauche bizarre. Et 6 ans après la grande révolte sociale de 2019, qui avait porté les espoirs de tout un peuple, et notamment le changement de la constitution de 80, de philosophie néolibérale et héritée de Pinochet. En 2022, le rejet par référendum du texte rédigé par la société civile a marqué un coup d'arrêt brutal à ces espoirs. On se demande si peut-être que le problème d'avoir fait cette espèce de grande alliance avec tous les partis de gauche fait que du coup il n'a pas pu être solide sur l'antiracisme parce qu'il fallait réussir à allier la gauche raciste et la gauche antiraciste, ce qui a fait qu'ils ont perdu sur ces thèmes-là. Je me pose encore la question. L'instauration du vote obligatoire en vigueur pour la première fois lors de ce scrutin est loin d'avoir profité à la gauche. Ce que Lautaro Carmona, le président du Parti communiste chilien, présumait ainsi dans notre édition du 13 novembre. Il est frappant de voir comment les majorités populaires peuvent soutenir des politiciens élitistes qui, en fin de compte, servent les intérêts du grand capital. Olivier Faure, c'est à toi que je pense. De l'Argentine, et puis Marine Tondelier aussi, en fait, et puis tous les autres, quoi. De l'Argentine à l'Équateur, un tout petit peu à la FI et moins que les autres. De l'Argentine à l'Équateur, les régimes progressistes s'effondrent. Janet Jara a elle-même été ministre du Travail de 2022 à 2025 et ses réformes sociales, réduction du temps de travail, augmentation du salaire minimum et introduction d'une part de solidarité dans le système des retraites, n'ont pas entraîné d'adhésion populaire massive.
comme ailleurs, la gauche ne peut faire l'économie d'une réflexion sur le rôle des médias de masse. Parce que oui, s'il y a bien une question, à part le racisme, qui pose un énorme problème, c'est la question du quatrième pouvoir, la question des médias et le fait que t'auras beau avoir des politiques giga stylées qui font du bien à tout le monde, si t'as pas les chaînes de télé pour te baquer derrière et qui au contraire vont te dire que c'est que de la merde, à la fin les gens vont être convaincus que c'est que de la merde. Le désintérêt des électeurs et les thèmes certes instrumentalisés mais réels de l'insécurité et de la corruption. Ce schéma s'est reproduit dans de nombreux pays et pose une question centrale à la gauche chilienne comme mondiale. Quel message et quelle politique de rupture peuvent arrimer à nouveau les majorités populaires aux idées de gauche? C'est en substance ce qu'a posé ce lundi la secrétaire des jeunesses communistes chiliennes, Catalina Lufin. Que cette défaite soit brève n'est ni une prédiction ni un rêve, c'est un mandat pour travailler, pour nous surpasser à nouveau. L'élection d'un président d'extrême droite au pays de Pinochet s'inscrit dans un mouvement plus large dans la partie méridionale du continent américain, où les droites extrémisées signent des victoires significatives. Depuis près de 2 ans, Javier Milei a mis sa tronçonneuse sur le de l'Argentine. En Équateur, Daniel Noboa, élu en 2023, plante les derniers clous sur le cercueil de la révolution citoyenne menée par Rafael Correa 2007-2017. En Bolivie, Rodrigo Paz, le nouveau président élu sous la devise Dieu, famille et patrie, dans le pays qui porte le nom en référence à Bolivar, ça fait quand même très 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 mal au cul, hein, quand même. Genre le Dieu, famille, patrie, enfin, genre c'est tellement des nazis quoi, enfin, je sais pas comment le dire, genre les gens me prennent pas au sérieux, ils me disent que je vois des nazis partout, mais genre désolé que le réel me donne tout le temps raison à ce point quand même, hein, au bout d'un moment. À mi-faire aux 2 décennies presque ininterrompues de gestion du pays par les mouvements vers le socialisme. Au Salvador, Nayib Bukele offre un modèle d'État ultra-autoritaire et prospère sur la promesse de sécurité. Les États-Unis renforcent leur contrôle sur l'Amérique latine. La piste est impressionnante, mais ne doit pas masquer une réalité plus complexe du paysage politique. D'ailleurs, sur ce truc de genre, il y a une espèce de vague brune dans toute l'Amérique latine, où il y a des nazis partout, genre, ça peut aussi vouloir dire un rebond de la résistance, et ça peut aussi vouloir dire à un moment donné où les gens vont peut-être ouvrir leur un dieu sur ce qui est en train de se passer, et on leur souhaite en tout cas beaucoup de force à tous les camarades de tous ces pays qui sont clairement face aujourd'hui à nos ennemis congénitaux, je sais pas comment le dire autrement. La liste est impressionnante mais ne doit pas masquer une réalité plus complexe du paysage politique. Plus qu'un grand virage à droite, l'Amérique latine vit une forme de polarisation, pour pas dire de moïsation. Les 3 pays les plus peuplés du sous-continent sont dirigés par la gauche. Au Brésil, Lula a battu en 2022 le président sortant Jair Bolsonaro. Au Mexique, Claudia Sheinbaum a pris la suite d'Andrés Manuel López Obrador et affiche un taux de popularité stratosphérique indexé sur un bilan progressiste. En Colombie, enfin, Gustavo Petro a tracé en 2022 son chemin vers le palais Nariño où dominait historiquement la droite pure. C'est ce que je vous disais. Il peut émerger d'un mandat d'extrême droite complètement zinzin, des initiatives basées. Cependant, quand on sait où ont immigré les soldats nazis pour échapper à l'Iran, bon, ouais, ça on en a parlé plus tôt. L'Amérique latine, en revanche, figure en tête des priorités de l'administration Trump, alors que celle-ci multiplie les manœuvres de déstabilisation contre le Venezuela de Nicolás Maduro. Après des années de négligence, les États-Unis réaffirmeront et appliqueront la doctrine Monroe afin de rétablir la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental et de protéger notre territoire national et notre accès aux zones géographiques clés de la région. N'empêche que c'est ouf, il y a toujours des gens aujourd'hui, lorsqu'on parle des États-Unis comme étant une puissance globalement nazie, qui sont en train de dire mais non, c'est pas des nazis, ils sont juste proches du Ku Klux Klan, ils sont proches des identitaires racistes. Il y a eu 2 saluts nazis lors de la cérémonie d'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ils ont mis au pouvoir et ils soutiennent littéralement publiquement plusieurs États qui sont dirigés par des gens qui sont soit des descendants directs de nazis, soit qui ont des politiques qui font directement référence à ça, on rappelle Dieu, famille, patrie. Mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est... On rappelle qu'ils ont fait campagne sur aussi la question trans, hein, ces gens-là. Bref.
La célèbre doctrine qui doit son nom au 5e président des États-Unis condamne toute intervention européenne dans les affaires des Amériques Nord et Sud, tout comme le fait est moins connu, celle des États-Unis dans les affaires européennes. Le document entend établir un corollaire Trump à cette doctrine. Nous refuserons aux concurrents non hémisphériques la possibilité de positionner des forces ou d'autres capacités menaçantes ou de posséder ou contrôler des actifs stratégiquement vitaux dans notre hémisphère. Y est-il écrit? C'est le leur, hein, d'accord? C'est évidemment l'influence de Pékin qui est visée. Avec la bascule de pouvoir à Santiago, les États-Unis vont disposer d'un premier cas d'école. Le Chili a en effet été le premier pays d'Amérique latine à signer en 2005 un accord de libre-échange avec la Chine, qui est désormais son principal partenaire économique. Ça rappelle la guerre froide, littéralement. Enfin, genre, le Chili exporte des matières premières, cuivre et lithium notamment, et importe des produits industriels, équipements électroniques, véhicules textiles. La première ambition de Donald Trump sera sans doute de réorienter les premiers vers les États-Unis. Il s'agira également du premier test pour le nouveau président chilien. Voilà. Et bah, c'est bien badant et on sait ce qu'il faut lutter, quoi. C'est-à-dire que, genre, littéralement, quand on parle d'anti-impérialisme, tout le monde, vous comprenez que c'est pas pour rigoler, c'est pas des lols. Genre, l'impérialisme américain, qui a toujours été incroyablement red flag, aujourd'hui est littéralement un impérialisme pro-nazi, pro-extrême droite. Et si on veut lutter contre, nous aussi, en tant que gauchistes, je rappelle, tu vois, il faut rester internationaliste. Genre, il faut qu'on soit profondément solide sur ces sujets-là et il faut qu'on soit raciste. Bref, moi en tout cas, c'est les leçons que je retiens de ce qui s'est passé au Chili. C'est pas une fatalité, l'extrême droite au pouvoir. Il y a des dynamiques, il y a un rapport de force et il y a des classes populaires à aller chercher. Donc, allons les chercher. Et sur ces belles paroles, YouTube, on va se dire au revoir. N'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton boost, tous les trucs. Me donner de l'argent sur Tipeee, aller soutenir Archicrasseuse. Et n'oublie pas qu'on a un gros événement en janvier, je le répète suffisamment, 9, 10, 11 janvier. Kiss YouTube. I can't remember, I've been bumping,